Merci de nous recevoir chez vous pour ce grand focus. Le grand focus de ce jour ouvre les débats sur le besoin de la loi sur l'accès à l'information. Et pour faire les débats justement sur ce besoin, nous recevons sur le plateau d'Africa TV le président de l'Observatoire de médias congolais, Polydor Mouboyaï. Bonjour. Bonjour, madame. À ses côtés, il y a un des partenaires de médias Internews représenté par monsieur Christophe Manzanga. Bonjour. Voilà, Maître Christophe, les avocats insistent sur ce qu'on les appelle maîtres. On ne sait pas en quoi ils sont maîtres et il va peut-être l'expliquer dans une autre circonstance. Nous recevons également dans le cadre de ces débats le président du mouvement Ne touche pas à mon commerce, à mon petit commerce, Samuel Yamungu. C'est un petit commerce, vous êtes sûr? Ne touche pas à mon petit commerce. Et un autre animateur de ces débats, c'est Henri Christin Longenja. Il est membre du collectif 24, cette organisation de la société civile qui milite pour l'accès à l'information. Cette loi qui est aujourd'hui au centre de ces débats. Bonjour Christin. Bonjour. Sans plus tarder, nous allons commencer par l'Observatoire de médias congolais. Monsieur Christophe, Monsieur Polydor Mouboyaï, il y a trop de cris-cris dans cette émission. Polydor Mouboyaï, pensez-vous que la République démocratique du Congo a besoin d'avoir une loi d'accès à l'information alors que c'est consacré dans la Constitution un peu pour élever les contextes même de besoins qu'évoque cette loi? Oui, je pense, madame, que le besoin, il est plus que criant. Vous savez, il y a quelques jours, Kinshasa a vécu sous le régime des rumeurs. On a vu à un moment donné des gens au centre-ville, un peu ailleurs, fermer très rapidement leur bureau, certains prendre leurs jambes au cou. Chacun devait très rapidement tenter de se mettre en sécurité, se mettre au vert chez soi, tout simplement parce que à la place de l'information, il y avait la rumeur. La rumeur avait pris le contrôle de la rue, la rumeur avait pris le contrôle de la ville, et finalement la population sous-informée a fini par prêter une oreille attentive à ce qui se colportait et à chercher refuge qui dans sa chambre à coucher, qui dans sa parcelle bien sûr, tout simplement parce que l'information, la vraie, n'avait pas circulé. Il a fallu du temps pour qu'on ait cette information. Hein? Cela est venu du ministre de la Communication et des Médias qui a fait diffuser un communiqué appelant tout le monde au calme et signifiant à l'ensemble de la population qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Vous voyez, nous sommes partis sur un terrain de rumeurs. Mais il n'y a pas que la rumeur. Nous sommes dans un pays. Et un pays est géré. Il y a des gens qui ont la responsabilité d'assurer la gestion de la cité, comme nous avons l'habitude de le dire. Il est naturel, lorsqu'on dirige les gens, qu'on puisse, de façon régulière, rendre compte de la manière dont on les dirige, rendre compte de la manière dont on prend un certain nombre de décisions. Ça, c'est par respect pour les citoyens, par respect des principes démocratiques. Parce que lorsqu'on vous élit, cela ne signifie pas qu'on vous a accordé des pouvoirs illimités, qu'on vous a ouvert un boulevard pour faire n'importe quoi. Vous avez des pouvoirs qui sont limités par la loi, qui sont limités par le texte qui confère chacune des fonctions. Vous devez donc, à des périodes déterminées, dire comment et pourquoi vous avez eu à prendre telle ou telle autre décision. C'est de cette manière-là, de cette manière-là seulement, que vous pouvez obtenir l'adhésion de la population aux décisions que vous prenez.
Il est donc important, dans une société organisée, que l'information circule et surtout qu'il s'agisse de la bonne information. Maître Christophe, les contextes de cette loi? Bien, merci beaucoup Madame pour l'opportunité déjà accordée à Internews que je représente. Cela fait bientôt presque 3 ans que Internews est au Congo et nous avons donc décidé d'appuyer le plaidoyer en faveur d'une loi d'accès à l'information parce que nous nous sommes rendus compte que c'est l'un des piliers légaux en matière de démocratie. Et essentiellement, nous travaillons, c'est vrai, avec les journalistes, mais l'intérêt pour nous, en tant qu'Internews, et dans la plupart des pays dans lesquels nous travaillons, c'est que nous mettons un accent sur la participation de la population à la gestion de son pays. Et que donc nous avons pensé évidemment que la loi d'accès à l'information était l'un des outils importants qui pourrait justement aider la communauté congolaise, les populations en général, à pouvoir participer activement et passivement. Activement en allant vers les responsables politiques, administratifs de tous les secteurs, demander des informations et aussi passivement en attendant à ce que, comme le président de l'OMEC l'a si bien dit, en attendant à ce que les informations sur la gestion, les décisions qui sont prises, la manière dont les décisions sont exécutées, leur est communiquée par les pouvoirs publics. Donc c'est pour nous vraiment très intéressant que le Congo se soit engagé sur cette voie de mise en œuvre dans ce pays d'une loi d'accès à l'information parce que ce sera l'élément qui va déterminer un changement majeur en matière de démocratisation de notre pays. M. Christophe Henri Christin Alongueda, vous êtes de la société civile, mais à première vue, nous pensons que le besoin d'accéder à l'information, c'est un besoin qui devrait manifester de journalistes, mais vous, de la société civile, vous griffez là-dessus. Pour nous savoir l'intérêt que vous, de la société civile, avez-vous sur ce que le pays obtienne une loi d'accès à l'information? Oui, merci madame. Et une chose, on ne se greffe pas. On ne se greffe pas du fait que c'est vraiment le cœur de l'action, et comme Maître disait tout à l'heure, dans une démocratie, le Congo qui s'inscrit dans le cadre même de la gouvernance, on ne peut pas parler de la gouvernance sans l'accès à l'information. Donc l'accès à l'information, c'est un droit de l'homme fondamental et qui concerne tous les secteurs de la vie. Et lorsqu'on jouit de ces droits d'accès à l'information, on peut jouir même des autres droits qui sont suivis. Donc ça concerne tout le monde. C'est comme ça que j'ai introduit en disant qu'on ne se greffe pas parce que nous avons en face de nous-mêmes des étudiants. Combien, vous pouvez leur poser des questions, combien sont ajournés, tout simplement parce que l'étudiant est allé chercher l'information pour faire son rapport, son stage ou soit son travail de fin de cycle et qu'on lui refuse l'information et à ce moment-là, il se voit à la fin de l'année ajourné pour mémoire tout simplement parce qu'il n'a pas eu l'information. Combien nous ne vivons pas, même je suis à côté de celui qui dit ne touche pas à mon petit commerce. À mon petit commerce. Les gens n'arrivent pas vraiment à s'en sortir dans des petits commerces parce qu'ils n'ont pas vraiment la vraie information où commencer, quel document payer, qu'est-ce qu'il faut faire, ainsi de suite. Combien de fois les gens meurent tout simplement parce qu'ils n'ont pas des informations. Donc, c'est pour dire que l'information, c'est vraiment le cœur de la vie. Je dirais même, c'est le sang qui fait marcher même toute une société. Même dans la vie des ménages, avec les maris, si l'information ne circule pas, le foyer aussi ne fonctionne pas mieux. Donc, et aujourd'hui, j'estime que l'accès à l'information, c'est plus que même une nécessité. Étant donné que, on est arrivé aux événements du 30. Mais avant même que le gouvernement nous donne la version, mais les Congolais ont été informés. Actuellement, je me dis, est-ce que ça nécessite encore, avec la mondialisation, c'est encore nécessaire de priver les gens de l'information? Parce que, qu'on le veuille ou pas, l'information va circuler. Alors, au cours du débat, nous devons savoir si réellement on nous prive ou bien on vous prive de l'information parce que c'est déjà consacré dans la Constitution. Peut-être que ce sera au deuxième volet. Samuel Yamungu, président du mouvement Ne touche pas mon petit commerce. En quoi l'information est un besoin pour le développement de votre secteur? Je voudrais simplement dire ceci, que c'est un droit. Même nous sommes tous chrétiens ici. Même la Bible dit ceci, que mon peuple périt faute de connaissance. Il est vrai que si nous n'avons pas la connaissance, il est possible de pouvoir payer le loyer dans la maison de ton père. Parce que tu ne sais pas que c'est chez toi, tu n'as pas le droit de payer
Au fait, tu n'as pas forcément le droit de payer un loyer pour exister, tu peux y exister par jouissance naturelle. Et de l'autre côté, il est aussi fondamental pour l'humanité d'être informé, parce que nous sommes dans l'époque et dans le temps du savoir. Aujourd'hui, nous avons Google, aujourd'hui, nous avons l'information qui est à la portée de main. Et aujourd'hui, c'est assez prétentieux de dire à quelqu'un que je veux te priver d'information, parce que là où tu me priveras l'information, je veux me débrouiller de pouvoir le trouver, et je peux peut-être le trouver à tort comme à travers. Et le mieux, c'est de faire en sorte que nous puissions être en mesure de pouvoir offrir et donner l'information et la vraie, pour permettre à ce que nous puissions diriger la masse que nous pouvons, la masse qui constitue une population. Parce que j'aime bien souvent dire, et souvent je suis contre le fait que l'on a tendance à vouloir accuser la population du fait qu'elle ne sait pas faire ceci, elle sait faire cela, ou elle ne sait pas faire ceci ou faire cela. J'aime bien souvent dire que la population, c'est comme de l'énergie. L'énergie, je prendrai l'exemple de l'eau, je prendrai l'exemple du courant. L'énergie prend la forme qu'on lui donne. Ça veut dire que l'eau peut être canalisée, l'énergie électrique peut être diffusée via des câbles et autres. Ça veut dire que le même peuple qui existe ici au Congo, vous verrez que le même Congolais, si on peut dire qu'il est désordonné, parce qu'il n'a peut-être pas l'information, il suffirait qu'il prenne l'avion, qu'il arrive dans un autre endroit. Lui qui était désordonné, il arrive à se ranger. Pourquoi ? Parce que simplement, on lui a offert l'information de comment se tenir à un tiers endroit, où ici, peut-être l'information ne lui était pas accordée, ce qui faisait qu'il allait là-bas. Là-bas, ça veut dire aller sans destination. Voilà. Président Mouboya, nous revenons à vous. Nous avons posé la même question à Henri Lungenja. Les journalistes sont ceux qui travaillent, donc l'information, c'est leur matière principale. C'est pratiquement la matière première du journaliste. Vous êtes journaliste, patron de presse, vous accompagnez les plaidoyers de journalistes pour la promotion d'une presse responsable et indépendante. Quelle est l'incidence qu'il y a à avoir cette loi et l'amélioration de l'exercice de la presse en RDC? Y a-t-il de lien ou y aura-t-il un impact réel si jamais la RDC a arrivé à avoir cette loi, ça améliorerait l'environnement de l'exercice de la presse au Congo? Le lien, il existe. Le lien, il existe. Et l'impact, naturellement, il est attendu. Le lien, c'est... Vous m'avez posé la question en ma qualité de président de l'OMEC. Je voudrais vous renvoyer au code de déontologie que nous avons édité. Le code de déontologie, il est clair. Et c'est toute la bataille que nous menons au sein de la corporation. Parce que on demande aux journalistes de diffuser des informations vérifiées, des informations vraies. On demande aux journalistes de s'adresser à plusieurs sources. On demande aux journalistes de croiser ces sources. Mais pour croiser les sources, il faut que les sources s'ouvrent. C'est ça la question fondamentale. Si les sources s'ouvraient, nous, journalistes, nous pouvions encore dire que nous n'aurions pas besoin d'une loi spécifique d'accès à l'information. Mais vous savez, nous avons une loi qui existe depuis 1996. En fait, elle n'existe pas que depuis 1996, parce que les dispositions qu'on retrouve dans la loi de 1996 sont les dispositions qui existaient déjà dans la loi de 1981, qui elle-même reprenait les dispositions de la loi de 70, qui, etc., etc. S'il faut remonter dans le temps, on ira jusqu'au déluge. Donc, malgré cette succession de lois, les dispositions demeurent les mêmes en ce qui concerne la cueillette de l'information, en ce qui concerne l'accès aux sources. Les dispositions ont toujours été reprises, mais malheureusement, les sources ne s'ouvrent pas, ou elles s'ouvrent de façon sélective. Et c'est là justement qu'il y a le lien avec la demande qui est formulée aujourd'hui d'une loi générale d'accès à l'information. Parce que la loi générale d'accès à l'information offre l'avantage de faire obligation à tout détenteur de l'information. On lui fait obligation de la diffuser, de la mettre à la disposition du public.
Ce n'est pas seulement de la mettre à la disposition du journaliste, mais c'est de la mettre à la disposition de tout citoyen. Henri, tout à l'heure, lorsque vous lui avez posé la question, a donné l'exemple de jeunes gens qui sont encore aux études, qui sont parfois confrontés à des difficultés énormes pour récolter les données concernant leur travail de fin de cycle ou leur mémoire. Et ce n'est pas seulement à ce niveau-là. Ces difficultés, on les rencontre même pour ceux qui voudraient écrire des ouvrages. Et c'est même l'une des raisons pour lesquelles il y a... Donc, cette loi va déverrouiller les sources qui ne s'ouvrent pas. Voilà. Parce qu'elle fait obligation. Mais c'est cela la différence. Donc, lorsque vous avez l'information, si quelqu'un se présente, la loi vous dit, vous avez l'obligation de donner l'information. Si vous refusez de la donner, sur base de la loi, je suis fondé à saisir la justice, par exemple. Je suis fondé à aller me plaindre en justice. Pour dire, voilà, je voulais faire un tel travail, j'ai toqué à telle porte, voilà, on m'a opposé une fin de non-recevoir. Mais dans les circonstances du moment, c'est assez difficile. On ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas cette possibilité-là. Mais ce qui est important ici de rappeler, c'est tout simplement que nous, dans l'exercice du métier d'informer, nous avons l'obligation d'aller vers l'information parce que notre métier est de la traiter et de la mettre à la disposition du public. Mais pour que nous puissions obtenir cette information, il faut que les sources s'ouvrent. Et nous avons l'obligation, je le rappelle encore une fois, de croiser nos sources. Nous ne pouvons pas croiser les sources si l'information n'est pas mise à notre disposition. Donc c'est en vertu de cette prérogative professionnelle que les journalistes doivent mener la lutte pour avoir cette loi. Les journalistes ont un grand intérêt à entrer dans la bataille, à accompagner l'ensemble de la collectivité, parce que vous constatez très bien que c'est la société civile, mais ça ne concerne pas que la société civile, ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde, même ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Nous allons revenir à vous. Maître Christophe, le président Mouboya, révèle ce besoin. Il évoque les sources. Vous êtes avocat. Est-ce que toutes les sources sont obligées de mettre l'information à la place publique? Voilà. Tout à l'heure, là, je disais que le droit d'accès à l'information ou la loi d'accès à l'information favorisera la participation de toute la population congolaise à la gestion de son pays. Cette gestion n'est pas que politique. Il y a aussi une participation, selon que notre frère de « Ne touche pas à mon petit commerce » venait de le dire tout à l'heure, il y a une participation aussi de la population congolaise aux activités économiques. Il y a une participation des Congolais aux activités culturelles. Dans tous les domaines de la vie, selon les principes universels en matière d'accès à l'information, il est attendu que lorsque la population est très bien informée sur les rouages, sur les mécanismes et sur les fonctionnements de tous les domaines, elle a en ces moments-là la latitude, la capacité à prendre les bonnes décisions dans ce secteur-là. Ça, c'est par principe. Donc, il est question pour nous ici d'appuyer les médias, c'est vrai, nous sommes vraiment une ONG essentiellement attachée aux médias, mais en même temps toute la population congolaise à pouvoir avoir la matière qu'il faut dans chacun de ces domaines-là, pour que les bonnes décisions soient prises au moment voulu. Henri Christin, lorsqu'on parle de sources d'information, est-ce que l'information qui est à un moment considérée comme source de pouvoir, parce que nous n'allons pas rentrer dans les définitions de l'information, mais nous connaissons tous l'importance de l'information pour qui gère un domaine. Est-ce que la population, à votre avis, peut-elle être en mesure de bien gérer l'information mise à sa disposition? Et lorsqu'on parle des sources d'information, quelles sont les sources qui peuvent être accessibles du point de vue de cette loi? Peut-être on vous donnera l'occasion, après les questions qui nous seront peut-être posées par les amis qui participent à cette émission, de savoir quelles sont les sources qui peuvent être mises à la disposition du grand public et comment accéder à ces sources d'information. Quels sont les genres d'informations dont la population a besoin? Oui, effectivement, madame. Je pense qu'avant de répondre à cette question, permettez que je revienne un tout petit peu sur le contenu. Bon, non, pas le contenu, mais montrer l'importance de cette loi pour tout le monde. Même le président de la République a besoin d'accéder à l'information. Sinon, pourquoi il y a la NER? Pourquoi il y a les services d'intelligence? C'est pour chercher les informations. Même les ministres ont besoin
de l'information. Et cette loi, imaginez-vous dans la cohésion gouvernementale. Je suis par exemple... Vous rapprochez les micros. Et puis... je suis par exemple le conseiller des ministères X. Et qu'au niveau du Conseil des ministres, on va traiter par exemple les questions d'hydrocarbures. Et que je suis par exemple de la communication. Mais mon ministre doit dire quelque chose. Et à ce moment-là, moi, son conseiller, je dois aller au ministère des hydrocarbures, chercher les informations. Mais des fois, demander à ceux qui ont eu la chance d'être des conseillers, des fois, c'est vite même à des difficultés. Je dis non, pour cette information, il faut l'autorisation. Et finalement, je rentre et mon ministre... Non, le gouvernement a aussi besoin d'autorisation pour accéder à une certaine catégorie d'informations. Quelque chose à dire et arrive là au niveau du Conseil des ministres, il ne sait pas dire quelque chose. Pour dire que même les ministres ont besoin, même les députés eux-mêmes, pour faire les contrôles parlementaires, à un certain niveau, ils sont aussi bloqués. Mais cette loi les aide quand même à accéder à certaines informations. C'est comme ça que même dans les exemptions ou les exceptions, parce que vous posez la question de savoir... La gestion de l'information. Quelles sont les sources qui peuvent être mises à la disposition du grand public? La loi, il y a toujours les limites. Quand on parle même de liberté d'information, cette liberté-là n'est pas une liberticide. Il y a toujours des limites. Il y a ce qu'on peut mettre à la disposition du public et ce qu'on ne peut pas mettre. Mais dans une société démocratique, toutes ces limitations sont bien précises dans la loi. C'est la loi qui les fixe. Que tel domaine, on ne peut pas livrer parce que l'arrière-fond, c'est quoi? C'est pour l'intérêt de la nation. C'est pour la vie du citoyen lui-même. Souvenez-vous qu'aujourd'hui, on mettait à la disposition du public le plan de guerre. Mais à ce moment-là, on ne va jamais gagner ces guerres, la guerre en question. Et qui va souffrir? C'est nous-mêmes. Et c'est sur base de ça qu'on dit non. Les secrets de défense, par exemple, ce qui est lié au plan de guerre, le marque des munitions, tout ça, il ne faut pas mettre à la place publique. Mais savoir, par exemple, les soldes, on paye un militaire combien, ce n'est pas un secret de défense. Donc, il y a des limites, c'est la vie privée. La vie privée, vous n'allez pas venir me demander, mais je ne suis pas une personne publique. Dans d'autres pays qui ont suffisamment avancé, les personnes publiques n'ont plus de vie privée. Mais pour nous, il y a même d'autres pays où les voisins n'ont plus de vie privée. C'est comme en Suède. On dit ta liberté dépend de l'information du voisin. Donc, c'est pour montrer qu'aujourd'hui, le monde va de plus en plus dans l'ouverture. Et que les gens qui se limitent vraiment dans la culture du secret et qui continuent à se fermer, se bloquent et c'est comme ça qu'on ne sait pas décoller. Alors donc, il y a l'information par rapport à la gestion de l'information. Non, mon confrère à gauche disait tout à l'heure que le peuple congolais est suffisamment, je dirais, informé, ou soit... Il est vraiment disposé à mieux gérer l'information. Des fois, on nous considère comme des petits-enfants, que non, si on donne telle information, il y aura des booms. Non, je ne pense pas ça. Parce qu'aujourd'hui, les informations passent. Il a donné l'exemple de Google aujourd'hui, il y a les YouTube. Prenons le cas lorsqu'on a assassiné le colonel Mamadou Moustapha. Le 2 janvier. Lorsqu'on l'a assassiné. Mais avant que vous, les médias, vous puissiez passer les séquelles, là, juste, on nous montre les jeeps qui sont en train de prendre feu. Mais tous les scénarios passent dans le YouTube. Même les émotions des journalistes, des militaires qui sont en train de pleurer, même des coups de balles, ça passe dans le YouTube. C'est pour montrer que ce que vous cachez, parfois, c'est connu. Et aujourd'hui, le monde tend de plus en plus vers l'ouverture que vers la fermeture. Donc, en livrant l'information, tout le monde gagne. Même les politiciens, même les élèves. Est-ce que les élèves savent qu'ils ont droit, même nos étudiants, une fois échoué à l'examen, et se dire que non, j'ai droit de voir quand même ma copie. Et que si le recteur ou le secrétaire général académique le prive d'accéder à sa copie, il peut porter plainte. Donc c'est un droit de tout le monde et que je pense que c'est vraiment derrière ça, il n'y a pas de gens qui sont exemptés, mais c'est tout le monde qui est concerné. Les amis ont tous évoqué l'essence de la redevabilité dans la gestion. Vous qui œuvrez dans les secteurs des petits commerces, quand vous
vous pensez qu'il faut s'attacher aux besoins qui se présentent à la société, à ce qu'on obtienne une loi sur l'accès à l'information, ne pensez-vous pas que vous êtes en train de faire une lutte qui n'a pas de sens au moment où la plupart des régies financières, elles publient déjà les informations qu'il y a autour de leur production de recettes? Je voudrais dire une chose, madame, que l'information, certes vrai, c'est le pouvoir, et il est aussi impératif et important de pouvoir, c'est un droit, c'est un devoir hein, de l'État. C'est un droit universel et c'est un devoir à qui le détient de pouvoir le mettre à la disposition. Parce que dans le domaine qui est le mien, c'est que si tous les Congolais devaient savoir que le droit au petit commerce lui incombe, à lui, fils du pays, il y a certaines choses, certaines postures de faiblesse qu'il n'aurait pas comme il a aujourd'hui. Je suis aussi d'accord avec le fait que dans la diffusion de l'information, ce n'est pas pour rien qu'il y a un régulateur à côté de moi. Et je pense qu'il faudrait aussi être en mesure de pouvoir réguler l'information. Toute information que l'on doit diffuser doit prendre, comment dire, doit être réfléchie dans le sens que ça peut avoir de l'impact positif sur la masse ou négatif. Mais il faudra quand même avouer, c'est que la population congolaise, elle a fait montre d'une certaine maturité. Parce que vous voyez un peu, malgré le fait qu'on peut avoir nos problèmes, nos crises et tout ça, mais la population n'est plus chaude, n'est plus d'accord avec ce genre de renversement de pouvoir à la portée de tout le monde et ainsi de suite. Parce que la population, elle a démontré sa position. Et même du reste d'ailleurs, quand ces assaillants fouillaient, la population disait ils sont là à tel endroit parce qu'on ne veut pas ça, on veut aller vers l'avant. Raison pour laquelle nous, notre association touche par notre petit commerce, c'est que nous pensons que notre pays est appelé à aller de l'avant dans le domaine de développement. Et le développement se fait au travers du travail, non pas avec des slogans politiques. Et comment cette loi d'accès à l'information peut être considérée comme un outil de développement, justement? Non, mais parce que, madame, parce qu'on dit l'information, c'est le pouvoir. Quand le commun des mortels est informé par rapport à son droit, il saura se tenir vis-à-vis de qui voudrait violer son droit. Et quitte à faire en sorte que de faire même appel à la justice afin de revendiquer ses droits. Et je pense que c'est un impératif de l'État de pouvoir divulguer, faire de la promotion. Pour ce qui me concerne, par exemple, tout à l'heure, le régulateur a parlé de certaines lois allant en 96, 80, 71 et tout ça. Mais pour ce qui nous concerne, qui est de la loi de 1973, 73, qui a trait au fait que le petit commerce doit rester au fils du pays, j'ai l'impression, malheureusement, que l'on n'en fait pas une promotion outre mesure. Je ne pense pas que c'est une loi qui pourrait éventuellement créer des génocides ou un émeute dans la ville ou dans le pays. Ce n'est pas comme, par exemple, vous verrez, le Japon, qui, lui, a voté des lois telles que, par rapport à l'information, il restreint certaines choses, parce qu'il estime que il met dans la rubrique secret défense tout ce qui a trait aux informations diplomatiques, antiterroristes, je ne sais pas encore de défense et autres. Et même l'Afrique du Sud aussi a eu à pouvoir voter des lois dans ce sens-là. Mais nous ne sommes pas encore à ce niveau-là. Et je pense aussi que promouvoir les lois qui a trait à la promotion des PME, des petits commerces, c'est utile parce que quelqu'un a dit en français, il a dit parle-moi de ton économie et je te parlerai de ta politique. Avec tous les projets politiques que notre gouvernement a, si l'économie est malade, je ne pense pas que les rêves vont devenir réalité. Vous comprenez? Parce que chaque projet, chaque vœu pieux, en l'occurrence, a besoin de fonds. Et les fonds viennent grâce à quoi? Grâce au travail. Et le travail se crée par qui? Par les hommes. Et les hommes sont lesquels? Ce sont les petites masses qui, additionnant leurs efforts, arrivent à pouvoir créer une chaîne de puissance et de réalisation réelle. Que nous allons vous compléter et puis nous donnons la parole aux amis. Oui, c'est juste pour dire quelque chose par rapport à votre question. Comment cette loi peut contribuer au développement? Je donne juste quelques exemples. D'abord, pour arriver au développement, le virus dans notre pays actuellement, c'est la corruption. C'est la corruption qui bloque. Or, cette loi, lorsque tout le monde sait que non, je suis en train d'agir de cette manière et qu'on viendra me demander des comptes, à ce moment-là, ça va atténuer un peu la corruption. Et lorsque la corruption
est atténuée, on n'aura plus de moyens et à ce moment-là, on va promouvoir la bonne gouvernance et la bonne gouvernance conduit directement au développement. Et notre exemple, actuellement, on sait que l'électricité, c'est vraiment le facteur de développement aussi. Mais aujourd'hui, je ne sais pas, vous recevez des factures de courant, mais est-ce que vous savez comment on calcule ces courants-là? Mais avec les droits d'accès à l'information, vous pouvez dire, mais je reçois la facture, mais maintenant, je veux un peu savoir, aujourd'hui, la SNES étant devenue une société commerciale, mais la marchandise qu'elle est en train de me vendre, c'est l'électricité. Mais comment, c'est de quelle qualité, ainsi de suite. Mais une fois avec cette loi, vous pouvez demander qu'on vous montre quelle intensité on vous a donné, vous savez combien de kilowattheures qu'on vous a donné pour vous facturer. Et à ce moment-là, vous verrez qu'il y aura quand même, il n'y aura pas de surtaxe ou de surfacturation et chacun va payer ce qu'il a.